En effet, j'arrive en dernière année de thèse au laboratoire LNGE. Et donc aujourd'hui, on va s'interroger un peu donc, sur cette question. Le point d'interrogation a toute son importance. Est-ce que si je respire, je suis? Est-ce que si je suis, je respire? Et pour ça, donc, on va aller un peu vers l'origine du souffle, de l'origine de la respiration, du premier au dernier, ce qui nous accompagne donc début de notre vie à la fin de notre vie. Quand est-ce qu'il a commencé? Comment est-ce qu'il a commencé? Pour ça, pour introduire un peu cette thématique du souffle, j'ai choisi cette phrase qui était la première en fait de la plaquette qui présentait ces journées. Au commencement était le Verbe, donc, qui est tiré de l'Évangile selon saint Jean. Mais on se rend compte très rapidement que cette phrase, en fait, elle délivre déjà une information, elle délivre déjà un contenu qui est structuré, qui va vous amener un texte, qui vous amène en fait, qui délivre déjà en fait un message en soi. Et donc cette information, cette phrase, elle n'est pas quelque chose d'originel, elle n'est pas quelque chose qui va construire, elle est déjà quelque chose de construit. Et en particulier, elle est construite déjà de mots, tout simplement. Et ces mots eux-mêmes, si on prend le mot verbe, eh bien, ils sont composés de lettres. Donc on est déjà sur une complexification dans la création du langage, une complexification qui va passer de la lettre au mot, du mot à la phrase, et à l'inverse, si on simplifie, si on va chercher les monomes, si on va chercher comment est composé le discours, eh bien de la phrase au mot, du mot à la lettre. Pour nous, en biologie, eh bien, l'alphabet va avoir son équivalent. Il existe une langue du vivant, finalement, à partir de laquelle on va construire également l'ensemble des organismes, l'ensemble du vivant. Et cet alphabet, en fait, c'est ce tableau périodique des éléments. C'est vraiment l'équivalent de notre alphabet avec les lettres, cet alphabet latin. Et cet alphabet du vivant, il est composé en fait de monomes qu'on n'appelle plus les lettres cette fois-ci, mais qu'on va appeler les atomes. Ces atomes, ils ont été inventés quelque part, du moins le concept a été inventé il y a plus de 2000 ans, 1700 ans avant qu'on puisse les observer réellement, par notamment Lucrèce, dans La nature des choses. Et pour lui, il avait déjà en fait entrevu très finement qu'est-ce que ça allait être, ces atomes, puisqu'il parlait de maintes corps minuscules. Donc déjà, il avait vu que l'origine de la vie, c'était vraiment au plus petit des choses. Et le second point le plus intéressant, il disait que pour autant que de grandes choses, une petite puisse donner l'exemple et tracer le concept. Eh bien, Lucrèce, il y a plus de 2000 ans, il avait déjà eu l'intuition que l'ensemble de la vie, que tous les organismes, en fait, ils étaient constitués de la même chose et que ces mêmes choses étaient agencées de la même manière. Pour lui, ces atomes, il avait construit ce mot de cette manière, atomos, ce qui ne peut pas être séparé, ce qui est insécable, et donc, eh bien, il existait une particule originelle qui ne peut pas être séparée, qui forme un tout en soi. Et en effet, à partir de cet alphabet composé des atomes, eh bien, on va pouvoir, en fait, reconstruire un discours complexe, reconstruire une phrase de la vie. Est-ce qu'on peut, Bon, ce qu'il n'avait pas vu, en fait, Lucrèce, c'est que, on l'a su il y a moins d'un siècle maintenant, c'est que l'atome lui-même, il est sécable. Donc, il n'est pas la réelle monade de la vie. On peut faire encore plus petit, il existe le noyau, il existe les électrons qui vont composer l'atome, néanmoins, il avait déjà vu que c'était l'origine de tout. Ces atomes, si on les assemble, ils vont former les molécules, qui elles-mêmes, assemblées, vont se complexifier, etc., en formant les cellules, puis les cellules vont s'assembler et former les organismes. On retrouve donc, comme dans la phrase, comme dans le discours, une voie de complexification qui va former un organisme, une entité qui est capable d'avoir un fonctionnement propre et de délivrer un message propre. L'ensemble de ces étapes, en fait, elles appartiennent chacune à des sciences très différentes, puisque l'atome va être l'unité de la physique, la molécule va être l'unité minimale de la chimie, et la cellule va être celle de la biologie. C'est l'unité structurale minimale pour considérer un élément biologique. Et là, on va avoir une séparation qui va être franche entre la matière inerte, qui est composée de molécules, mais qui n'est pas encore la matière vivante, et à partir d'une certaine échelle, à partir de l'échelle de la cellule, on va tomber dans le vivant. Et là, en fait, il y a une différence qui peut s'opérer entre cellules et organismes, parce que l'immense majorité des cellules vont également constituer des organismes en soi, puisque l'immense majorité des cellules, des organismes, sont unicellulaires. Ce qui fait que finalement, on a un monde vivant invisible,
qui est celui des organismes unicellulaires et qui va représenter notamment 45 fois plus que l'ensemble des animaux sur Terre, et si en termes de masse, en fait, jusqu'à plus de 90 milliards de tonnes de carbone sur Terre sont représentées simplement par ces organismes unicellulaires. Si on revient sur le plan de l'organisation, l'homme, bien sûr, qui est un animal comme les autres, un organisme comme les autres, eh bien, il va suivre ce même pattern d'organisation, de l'atome à la molécule, de la molécule à la cellule, et jusqu'à, bien sûr, la composition de l'organisme dans son ensemble. Ce qu'il avait vu, Lucrèce, c'est donc qu'il y a bien une unité structurelle du vivant. Tous les êtres vivants sont bien composés des atomes, et une composition également, une unité organisationnelle, c'est-à-dire qu'on va suivre le même schéma de complexification, l'atome, la molécule, la cellule, pour finir enfin sur l'organisme. Alors, tout ça, ça va former le vivant. Mais le vivant, qu'est-ce que ça va être? Comment on va définir finalement le vivant? Parce que si on considère que c'est tout ce qui est au-delà de la cellule, est-ce que c'est vraiment si trivial que ça? Eh bien, pour l'homme, oui, parce qu'on a défini le vivant comme étant nous, on l'a défini autour de nous finalement, donc bien sûr on se range dedans. Les plantes, bien sûr, les éponges, elles étaient vivantes avant d'être achetables sur Amazon, celle-ci par exemple. Mais par contre, comme toute définition de concept, plus on va s'approcher des limites, plus en fait la définition va être complexe. On ne va pas savoir si on va pouvoir rentrer ou non notre objet dans le concept. La bactérie, eh bien, qu'elle infecte ou non quelqu'un, c'est bien une cellule. Donc, comme vous l'avez vu, on va bien être au-delà de la frontière du vivant, donc la bactérie, c'est bien un être vivant. Par contre, si on s'intéresse au virus, si on va encore plus loin, peut-être et encore plus petit, eh bien, cette fois-ci, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on remplit les conditions du vivant? Il n'existe pas réellement de réponse propre à cette réponse, on va dire juste ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça va dépendre simplement de la définition qu'on va donner au vivant. Parce qu'il existe en fait déjà une histoire même de la définition du vivant, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 2 siècles, on va chercher à définir, à trouver en fait les clés de ce concept pour qu'on puisse travailler tous ensemble là-dessus. Certains chercheurs, il y a plus de 200 ans, ils essayaient d'éluder un peu la question et ils se sont dit tout simplement que c'était contraire à l'esprit même de la science de chercher une définition absolue de la vie. Ce qui posait quand même un problème conceptuel fondamental, c'est que les biologistes ne pouvaient pas travailler entre eux, et si on ne travaille pas sur la même définition, on ne peut pas en avoir les mêmes limites. Et c'est donc finalement, encore plus récemment, après la deuxième moitié du XXe siècle, qu'on a réussi finalement à s'accorder petit à petit sur une réelle définition de la vie. C'est Schrödinger, qui est plus connu pour son chat que pour sa définition de la vie, qui en avait esquissé les prémices. Et notamment, pour lui, la vie, c'est tout ce qui va s'opposer quelque part un peu à la physique. C'est-à-dire que toutes les réactions physiques vont aller vers le désordre, alors que toutes les réactions de la vie vont aller vers l'auto-assemblage, c'est-à-dire contrer cette proportion au désordre. Un chercheur plus récent, des pays de l'Est, et qui a été redécouvert seulement au début du XXIe siècle, il allait plus loin. Pour lui, Tibor Genti, eh bien, ce sont des systèmes en effet autocatalytiques, c'est-à-dire qui ont cette capacité à l'auto-assemblage. Il y a également 2 points supplémentaires qui sont nécessaires à la vie, c'est-à-dire qu'il faut la membrane, séparer l'organisme du milieu, et un système de régulation qui permet à l'organisme de se reproduire. Ce qui amène en fait aujourd'hui à une définition conceptuelle et surtout pratique du vivant, c'est qu'on peut le définir en 3 points essentiels. Un premier point, ça va être une frontière entre ce qu'on va appeler le soi et le non-soi, c'est-à-dire en fait séparer le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire pour pouvoir en fait tout simplement l'affranchir des conditions de l'environnement. L'environnement va bouger dans ces conditions, il va dépendre en effet du temps, de la température, etc. Et il faut affranchir le milieu intracellulaire pour qu'il reste constant. Un deuxième point, ça va être le support d'hérédité, c'est ce qui est connu sous le nom d'ADN ou d'ARN et qui permet, modulo l'évolution, de reproduire l'organisme à l'identique. Et le troisième point, eh bien, ça va être le métabolisme. Donc derrière ce mot va se cacher en fait toutes les réactions chimiques qui vont permettre à la cellule en fait de créer sa propre énergie et sa propre matière. C'est sur ce troisième point qu'on va s'intéresser un peu plus particulièrement, et notamment autour d'un métabolisme extrêmement particulier qu'on est en train de réaliser actuellement tous, que tous les animaux réalisent, que la plupart des bactéries, des micro-organismes sur nous vont réaliser également.
il peut être résumé de manière extrêmement simple sous la forme de cette équation, c'est-à-dire que si on mange du glucose, c'est-à-dire du sucre, qu'on consomme un peu d'oxygène, eh bien on va rejeter du CO2 et de l'eau pour produire de l'énergie. Ça a une réalité chimique, mais ça a également une réalité du quotidien. C'est tout simplement le bilan de la respiration. Donc en effet, on est tous en train de faire ça. Et souvent, en fait, on va se tromper un peu parce qu'on va avoir une vision d'ensemble de la respiration, c'est-à-dire qu'on va avoir une vision physiologique. Quand j'inspire, je consomme de l'oxygène, et quand j'expire, je vais rejeter du CO2. Et vous allez voir très vite qu'en fait, cette définition de la respiration, elle est tronquée, parce que l'équation, cette fois-ci, qui en découle, elle est fausse. Avec du O2, on ne peut pas faire du CO2, parce que ce C, il découle forcément de quelque part. Eh bien, cette vision tronquée, elle vient d'une erreur d'échelle, en fait. Parce que la respiration, elle n'est pas de l'organisme. En fait, elle est cellulaire. Et chaque cellule, en fait, réalise la respiration. Ce n'est pas l'être humain qui va réaliser la respiration, c'est une cellule de l'être humain qui la réalise. Et donc, cette cellule du bras, par exemple, au travers de la mitochondrie, qui est plus ou moins une sorte de bactérie asservie à l'intérieur de votre corps, va permettre de réaliser, en fait, à une échelle beaucoup plus fine la respiration. Et cette fois-ci, à l'échelle cellulaire, on retrouve bien notre bilan. On a en effet une consommation de sucre et d'oxygène pour rejeter du CO2 et de l'eau. Par contre, là où ça se complexifie, c'est que la respiration, souvenez-vous, c'est en effet plus inspirer et expirer. Et maintenant, ça se transforme en 18 réactions chimiques qui vont demander énormément de molécules associées, des enzymes, des cofacteurs, de faire varier l'acidité ou pas, de faire varier des conditions de concentration, etc. Ce qui fait qu'en fait, on considère que la respiration, ça peut être fait que dans une cellule. Parce que seule la cellule est capable de créer toutes les conditions indépendantes pour réaliser ce grand ensemble. Alors pour ça, si on veut rechercher finalement l'origine de la respiration, si seule la cellule peut le faire, on va essayer de rechercher tout simplement l'origine de la cellule. Et ça va être compliqué parce que si sur les organismes les plus complexes qu'on connaît, donc l'homme, le dinosaure, etc., on va avoir des preuves matérielles, leur squelette va rester des millions d'années, par exemple, enfoui, eh bien, remonter est plus compliqué. On peut quand même le faire jusqu'à plus de 3,5 milliards d'années parce que les bactéries, si en fait on ne va pas avoir un fossile de bactéries, la bactérie va créer des roches, un environnement en fait, par son métabolisme, qui va modifier la roche dans laquelle elle peut vivre. Ce qui fait que par exemple on peut observer ces roches, les stromatolites, qui sont les plus anciennes roches connues aujourd'hui, et qui sont simplement en fait le résultat de l'activité bactérienne. Donc on a bien une preuve physique encore jusqu'à 3,5 milliards d'années de l'existence d'une cellule vivante. Mais remonter plus loin, en fait, essayer de chercher entre ce dernier milliard d'années, entre la formation de la Terre et ces dernières roches, là c'est beaucoup plus compliqué, parce que cette fois-ci on n'a plus en fait cette preuve physique. Alors on va chercher une preuve indirecte, on va la chercher dans cet arbre de la vie. En fait, cette représentation représente tous les êtres vivants actuellement sur Terre. C'est-à-dire que vous avez les plantes, vous avez les animaux et tous les unicellulaires qui sont représentés à partir d'une origine commune. Eh bien, on s'est rendu compte en cherchant dans leur génome, en regardant tous les gènes de l'ensemble des organismes vivants sur Terre, qu'il fallait 16 gènes pour la respiration et que ces 16 gènes ils sont retrouvés chez tous les organismes vivants. Et donc ça va constituer en fait une preuve indirecte. Parce que ça veut dire que tous ces organismes, eh bien, leurs ancêtres possédaient des gènes, et les ancêtres de leurs ancêtres aussi, etc., etc., jusqu'à cette cellule qui est située là, qui s'appelle LUCA, tout simplement, on lui a donné ce prénom. C'est un acronyme pour Last Universal Common Ancestor. Et donc ça veut dire que eh bien, cet ancêtre commun possédait déjà tous les gènes de la respiration. Donc on a déjà une idée, on sait déjà que la respiration, telle qu'on la connaît, elle existait déjà chez l'un des premiers organismes vivants. Et avant, en fait, qu'est-ce qui pouvait se passer sur cette Terre prébiotique, autour de 4,5 milliards d'années et avant la première cellule? Est-ce qu'on peut déjà aller chercher la respiration, finalement, encore plus loin, comme vous l'avez vu, dans les premières centaines de millions d'années d'existence de la Terre? Et bien souvent, avant la vie, on considère que c'était à peu près ça. Plein d'éléments qui se baladent, qui font des choses, et puis d'un coup, dans une sorte de soupe primitive, la vie va naître. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien,
En fait, la respiration, on avait dit qu'elle était strictement cellulaire. Donc est-ce qu'il faut vraiment la chercher avant la cellule? C'est un peu la question qui va se poser. Et c'est la question notamment qu'on s'était posée à Clermont-Ferrand il y a maintenant à peu près 10 ans, tout simplement en prenant une flasque contenant du sol, en l'irradiant à plus de 45 000 degrés, quand la dose létale humaine est à peu près à 40, et donc rien de vivant là-dedans. Vous doutez bien, là, à 45 000 degrés, tout le monde a pris pour son grade. Et on observe quand même quelque chose qui est assez fascinant, c'est-à-dire que si on donne du sucre à un sol mort, qu'on lui donne aussi un peu d'oxygène quand même, et ben il va ressortir du CO2 qui vient de la consommation de ce sucre. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vivant là-dedans, et on a quand même une consommation de sucre et une respiration qui est égale à la respiration cellulaire. Et donc ça y est, d'un coup, le paradigme qui faisait de la cellule la structure minimale pour réaliser la respiration, et ça tombe à l'eau. D'autant qu'en plus, si on analyse plein de sols, 22 sols en tout, qui viennent d'Amérique, d'Asie, d'Afrique ou d'Europe, on va retrouver ce phénomène partout, et il va pouvoir représenter entre 16 et 50% des émissions totales de CO2. On a donc, finalement, à l'échelle de cette flasque, c'est pas grand-chose cette respiration. Et si vous additionnez à l'ensemble des terres émergées, cette respiration qui n'est pas connue, dont finalement on ne connaît encore ni les tenants ni les aboutissants, qu'on ne sait pas moduler parce qu'on ne sait même pas comment elle est réalisée, eh bien, en fait, elle représente quasiment plus de la moitié, possiblement, des émissions totales de CO2. On a donc une respiration qui est duelle sur la Terre, une respiration qui était la respiration vivante, celle qu'on considérait comme unique et seule aujourd'hui, et qu'on va devoir, en fait, additionner aujourd'hui à une respiration non vivante, non cellulaire, et qui pourrait être un peu l'analogue, finalement, de la respiration qui avait avant la vie. Car si elle existe de manière non cellulaire, la respiration a dû exister bien avant la cellule. Et en fait, aujourd'hui, les chercheurs, ils s'articulent autour de quelque chose. Ils vont essayer de tourner ce cycle de Krebs, qui en fait, c'est un cycle chimique qui est au cœur des réactions de la respiration comme on la connaît. Ils vont simplement le faire tourner à l'envers. Et ils se sont rendus compte que si on fait tourner un cycle de Krebs à l'envers, qui normalement, du coup, consomme de l'oxygène et produit du CO2, il y a simplement ce cycle, on le fait tourner à l'envers, on peut produire l'ensemble des molécules du vivant. On produit des acides aminés, on produit de l'ADN et de l'ARN, et on produit du sucre. C'est-à-dire l'ensemble quasiment des molécules qui peuvent constituer une cellule. Néanmoins, ça reste à l'idée d'hypothèse, et si bien que la plupart des chercheurs considèrent qu'aujourd'hui, l'origine de la vie, elle ne peut pas être découverte du tout. Elle va être simplement dépendante et devoir être réinventée en fonction de ce qu'on sait de la Terre primitive et en fonction des connaissances du moment. Quoi qu'il en soit, en fait, la vie, ça va bien être le souffle, ça va bien être le souffle vital, finalement, comme on l'appelle. Donc, tout être vivant doit respirer pour vivre. Néanmoins, on va devoir retirer la respiration du fait qu'elle est obligatoire à la vie. C'est-à-dire que le souffle, c'est pas que la vie, c'est aussi autre chose qui est encore totalement méconnue et qui vient d'ailleurs et qui vient peut-être d'avant la vie. Je vous remercie. Vous avez des questions? Oui. Dans les fioles irradiées, ce que vous dites, c'est qu'on met du sucre, on fournit de l'oxygène et on retrouve du dioxyde de carbone. Oui. Est-ce qu'on trouve également des intermédiaires métaboliques? Autrement dit, comment le sucre, comment le glucose s'est dégradé pour, en présence d'oxygène, pour pouvoir donner du dioxyde de carbone? Alors, donc déjà, en fait, on travaille sur du glucose qui est ce qu'on appelle marqué avec des isotopes stables, Oui. afin de suivre plus précisément. Et en effet, on est capable de retrouver la majorité des intermédiaires qui sont déjà connus en milieu cellulaire, qu'on retrouve marqués comme le malate, etc., le succinate. Vous voulez dire que les réactions peuvent se faire Oui. sans système catalytique, sans enzymes? Eh bien, le deuxième point sur lequel le problème des sols actuels, c'est qu'il existe un relargage des enzymes cellulaires dans le milieu. Donc, la première étape, oui, en fait, il y a une stabilisation des enzymes intracellulaires par les sols, et particulièrement par l'argile, qui fait qu'il y a encore une activité catalytique dans un sol, qui vient du milieu cellulaire.
Donc déjà, la première étape, c'était de prouver que la respiration, comme on l'entend dans le milieu cellulaire, peut avoir lieu en milieu extracellulaire. Après, sur les hypothèses d'origine de la vie, en fait, ce que je vous ai montré sur le cycle de Krebs inverse, ça a été reproduit uniquement en catalyse métallique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'enzymes, et c'est simplement par des gradients de chaleur et de métaux qu'on peut reconstruire entièrement une respiration artificielle, en fait. Est-ce que ce que vous nous décrivez là, c'est pas une réaction chimique tout simplement? Vous nous avez montré tous les atomes au début et ils réagissent entre eux et ils ont une vie entre eux. Donc cette réaction, c'est une réaction chimique, la respiration, telle que vous l'avez montré. Ça pourrait être... je vais même aller plus loin. Vous êtes une réaction chimique. Et la respiration, même au sein du corps, est une réaction chimique. Mais le problème, c'est qu'on considérait que c'était une réaction chimique qui était tellement dépendante de nombreux facteurs qu'elle ne pouvait être réalisée que dans les conditions de la vie, c'est-à-dire dans les conditions de la cellule. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que la cellule n'est pas obligatoire pour les conditions qui régissent cette réaction. Pour le sol qui respire, quand il respire, l'énergie qui se libère, elle va où? Eh bien, comme on est sur un système en fait fermé, dans un système de cycle, l'énergie va rester plus ou moins dans le cycle. On n'a pas une production d'énergie, on n'a pas une... Comme on est aussi en fait sur un système, entre parenthèses, potentiellement autocatalytique, donc on n'a pas de fuite d'énergie. Donc elle est sous quelle forme? Il se passe quoi avec? Il n'y a pas d'émission de chaleur, en tout cas. Donc il n'y a pas de libération sous forme de chaleur. Après, il n'y a pas eu de mesure d'entropie, par exemple, ou d'enthalpie libre qui ont été faites sur ces sols. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, si je reprends la définition donnée par Schrödinger Oui. de la vie, donc comme quoi c'est un processus durant lequel l'ordre augmente, est-ce qu'on peut dire que la vie est le seul contre-exemple au deuxième principe de la thermodynamique, à la notion d'entropie de Boltzmann? Voilà, on arrive peut-être un peu sur la limite de ma connaissance. Mais en tout cas, il existe beaucoup d'exemples en chimie de systèmes autocatalytiques qui ne sont pas du tout liés à la vie et qui ne sont pas libérateurs d'énergie, en tout cas, et qui ne contribuent pas à l'augmentation de l'entropie. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer mieux. Non, je suis convaincu, merci. Est-ce qu'on a une autre question? Dernière question? Bon, eh bien, merci beaucoup Clémentin.